Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne du journaliste chroniqueur Mohamed Ould Chigali, la chaîne des intellectuels et des personnalités politiques et publiques de Mauritanie. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne du journaliste chroniqueur Mohamed Ould Chigali, la chaîne des intellectuels et des personnalités politiques et publiques de Mauritanie. Ce jour, 26 juillet 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. Ce jour, 26 juillet 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. Le 26 juillet 2023, la garde présidentielle du Niger prenait le pouvoir à Mohamed Bazoum d'une manière insolite. Le général Tiani, responsable du bataillon de la sécurité présidentielle, ferme les grilles du palais et décide sans aucune forme de procès de mettre fin au pouvoir de Mohamed Bazoum, le président démocratiquement élu. Dans l'enceinte du palais s'est joué ce jour-là un des drames politiques les plus abjects que connaîtra l'Afrique. Ce 26 juillet 2023, beaucoup de Nigériens, beaucoup d'Africains et d'analystes stratégiques étaient loin de s'imaginer que ce que le communiqué de la junte avait appelé « la mise à fin du pouvoir du régime que vous connaissez » n'était en réalité qu'un complot ourdi par deux hommes, le général Tiani et Mohamedou Issoufou, le prédécesseur du président Mohamed Bazoum. Aujourd'hui, 32 mois après ce vol du pouvoir à l'arraché par un général qui confond la loyauté et la traîtrise, peu de gens mesurent réellement la gravité des enjeux dramatiques de cette prise de pouvoir qui prouve par des recoupements d'éléments d'appréciation qu'elle était préméditée et orchestrée par Mohamedou Issoufou pour se débarrasser de Mohamed Bazoum qui le considérait pourtant comme son frère. On peut se demander si Mohamedou Issoufou n'était pas un élément déterminant dans le renversement de son frère et ami, pourquoi il vit maintenant dans l'enceinte du palais présidentiel. On peut se demander aussi pourquoi sa sécurité est assurée par la garde rapprochée du général Tiani, pourquoi aussi il n'avait pas dénoncé ce coup d'État anticonstitutionnel. Et il reste la question la plus importante peut-être. Pourquoi Mohamedou Issoufou n'a jamais rendu visite à son frère Mohamed Bazoum, pourtant séquestré dans l'enceinte du palais, où lui vit bénéficiant de tous les avantages d'un président dans l'exercice de ses fonctions. Dans cette rubrique, Mohamed Ould Chigali, journaliste chroniqueur, va essayer d'expliquer le pourquoi de cette situation qui sort de l'ordinaire, une situation dans laquelle deux hommes, des traîtres l'un civil et l'autre un militaire, tiennent en otage depuis 32 mois le président démocratiquement élu.
Et pourquoi le silence complice de la communauté internationale qui favorise le maintien au pouvoir de quelques militaires peu représentatifs et impopulaires et de véritables assassins de la démocratie? Et merci de nous appeler d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Des questions sur le Niger, 9 mois après le coup d'État. Oui, en effet, dans une tribune, la fille de l'ancien président Inda Bazoum accuse l'ancien président Mahamadou Issoufou, son prédécesseur, d'avoir orchestré le coup d'État. Oui. Alors, j'ai deux questions à ce propos. La première, quels arguments avance-t-elle pour accuser directement l'ancien président qui avait dénoncé le coup d'État en son temps? Oui, elle accuse effectivement le prédécesseur de son père d'être, je cite, « le cerveau qui a tout orchestré ». Bonjour Serge Daniel. Juan, bonjour. Correspondant régional de RFI, Inda Bazoum ne mâche pas ses mots dans cette tribune publiée dans la presse nigérienne. Elle parle de l'ancien président Mahamadou Issoufou en, je le cite, « lui, l'ami et frère de papa, le trahit de la manière la plus lâche et cruelle ». Quels sont ses arguments ? Alors, il faut dire que la tribune qui s'appelle Libérer nos parents, dans cette tribune-là, Inda Bazoum, qui est l'une des filles, pas la seule fille, oui. Voilà, affirme que dire par exemple que Mahamadou Issoufou est, je cite, le commanditaire du putsch du 26 juillet, est un secret de polichinelle. C'est elle qui parle. Elle enfonce le clou et affirme que le prédécesseur de son père à la tête de l'État est, je cite, le cerveau, comme vous l'avez dit, qui a tout orchestré pour protéger ses intérêts. Fin de citation. Alors, selon Inda Bazoum, à seulement 300 mètres des lieux de ce qu'elle appelle séquestration de ses parents, je cite, réside Mahamadou Issoufou dans 6 villas à étage appartenant à l'État, sous la protection de 80 éléments de la garde nationale. C'est son principal argument. Et elle poursuit, je cite toujours, c'est cette même garde qui détient nos parents en otage et que, selon elle, un officier proche de Mahamadou Issoufou n'éprouvait aucune gêne au lendemain de cet événement, c'est-à-dire du coup d'État, pour expliquer à ses interlocuteurs pourquoi le président Issoufou a déposé Bazoum. L'ancien président Issoufou n'a toujours pas réagi, il faut préciser cela, mais les accusations sont quand même assez graves puisque l'auteur de la tribune va jusqu'à dire que si son père n'est toujours pas libéré, c'est parce qu'il y a un veto de son prédécesseur à la tête de l'État. Et elle va même plus loin en affirmant que le coup d'État serait le moyen pour permettre à Mahamadou Issoufou de revenir au pouvoir après une courte transition militaire. Les élections au Niger seront libres et transparentes. Parce que ça fait partie des promesses que j'ai faites au peuple nigérien d'avoir des institutions démocratiques fortes. Je vous confirme que je ne vais pas briguer un troisième mandat. Je sais qu'il y a d'autres pays africains où il y a des troisièmes mandats, mais j'ai toujours dit que chaque pays est un cas particulier. Chaque pays a ses particularités. Ceci étant dit, donc, si je n'apprécie pas ces cas particuliers, mais je peux donner une appréciation sur la tendance générale en Afrique. La tendance générale en Afrique est à la limitation des mandats, parce que les peuples veulent la limitation des mandats, parce que les peuples veulent la respiration démocratique. Et la respiration démocratique, c'est non seulement des élections transparentes, mais c'est aussi l'alternance. Et pour que cela soit possible, il faut des institutions démocratiques fortes qui permettront, qui peuvent fonctionner, quel que soit celui que le peuple aura choisi pour les diriger. Hey,
Vous suivez en ce moment la chaîne YouTube du journaliste chroniqueur indépendant Mohamed Ould Chigali. Cette chaîne diffuse des programmes destinés à la classe intellectuelle et politique de la Mauritanie et du continent africain. Cette rubrique spéciale revient sur la situation au Niger et sur les contours d'un renversement de régime qui sort de toutes les formes classiques des coups d'État survenus en Afrique. 32 mois après la séquestration et la prise en otage du président Mohamed Bazoum, tout laisse comprendre que sa chute est une combinaison de trahison fomentée par Tiani, un général qui veut éloigner son pays de la France en le rapprochant de la Russie, et Mahamadou Issoufou, un ancien président, l'un des plus corrompus du continent africain. Mahamadou Issoufou veut reprendre du service pour continuer son enrichissement illicite au dos du peuple nigérien, et c'est peut-être pourquoi il a fait accélérer la chute du président Bazoum élu démocratiquement pour ouvrir la voie à son retour au pouvoir. Dans quelques instants, la suite de votre chronique. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Je ne me présente pas à un troisième mandat parce que j'estime que ça fait partie des promesses que j'ai faites au peuple nigérien. Très rapidement, les élections seront transparentes? Les élections au Niger seront libres et transparentes parce que ça fait partie des promesses que j'ai faites au peuple nigérien d'avoir des institutions démocratiques fortes. Je vous confirme que je ne vais pas briguer un troisième mandat. Je sais qu'il y a d'autres pays africains où il y a des troisièmes mandats, mais j'ai toujours dit que chaque pays est un cas particulier. Chaque pays a ses particularités. Ceci étant dit, donc, si je n'apprécie pas ces cas particuliers, mais je peux donner une appréciation sur la tendance générale en Afrique. La tendance générale en Afrique est à la limitation des mandats, parce que les peuples veulent la limitation des mandats, parce que les peuples veulent la respiration démocratique. Et la respiration démocratique, c'est non seulement des élections transparentes, mais c'est aussi l'alternance. Et pour que cela soit possible, il faut des institutions démocratiques fortes qui permettront, qui peuvent fonctionner, quel que soit celui que le peuple aura choisi pour les diriger. L'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou, comme tous les autres chefs d'État au pouvoir, se vante d'avoir instauré la démocratie et d'être favorable à l'alternance que décide le peuple à travers les urnes. La question qu'on peut se poser est celle de savoir pourquoi cet homme, qui avait avalé 2 mandats successifs à la tête du Niger, est devenu sourd et muet après la prise en otage de Mohamed Bazoum par des militaires qui n'étaient même pas capables de donner les raisons de leur agissement. Pourquoi il n'a pas exigé des militaires le retour à l'ordre constitutionnel et pourquoi il ne s'est pas allié à la position de la CEDEAO? La réalité, c'est que Mahamadou Issoufou avait tout manigancé dès le début. C'est peut-être pourquoi il est resté au palais. Il a gardé tous ses privilèges et il s'est sécurisé par une garde rapprochée mise à sa disposition par le général Tiani, qui pour Mahamadou Issoufou ne devait jouer que le rôle de trait d'union entre son 2e et son 3e mandat. Mais apparemment, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Le général Tiani, qui sait que Mahamadou Issoufou a trahi son meilleur ami et son frère, pour lequel il avait pourtant démissionné de son poste de ministre lors de sa campagne présidentielle, ne peut pas avoir confiance à celui qui a prêté main forte pour le renversement de Mohamed Bazoum, qui était son meilleur ami. Maintenant, le général Tiani a joué un triple jeu. Un jeu en renversant Mohamed Bazoum et en le séquestrant à ses côtés pour ne pas avoir de surprise à cause d'un renversement de situation.
Il a joué un autre jeu en séquestrant également Mahamadou Issoufou au palais par le contrôle de ses mouvements et de ses activités par des hommes qui lui sont fidèles. Et enfin, il a joué un troisième jeu en s'alliant à l'AES et en refusant, comme Ibrahima Traoré du Burkina et Assimi Goïta du Mali, d'envisager une fin de transition dans leurs pays respectifs pour un retour à l'ordre constitutionnel. Tout cela est clair évidemment. Mais ce qui n'est pas clair aux yeux de beaucoup d'analystes politiques, c'est pourquoi Mahamadou Issoufou a trahi son frère et ami Mohamed Bazoum. Pourtant la raison est très claire en regardant de plus près. Mohamed Bazoum et Mahamadou Issoufou sont du même bord politique, étaient des frères et des amis. Quand Mohamed Bazoum est venu au pouvoir malgré cette proximité, il ne laissait plus Mohamed Issoufou continuer à s'adonner à ses activités d'enrichissement illicite sous le couvert de l'amitié entre les deux hommes. Et c'est bien de là que tout est mal parti. Pour avoir une idée de l'activité à laquelle s'adonnait l'ancien président Issoufou, nous allons lire ensemble dans son intégralité un document signé de la rédaction de Monde Afrique daté du 5 novembre 2024 qui montre l'étendue de sa richesse. La richesse de l'un des présidents les plus corrompus du continent africain. Pendant les 10 années qu'il a passées à la tête de l'État, Issoufou Mahamadou s'est employé à amasser les richesses au point où le poids de sa fortune actuelle lui a fait perdre la raison. Pour lui, tout s'achète ici sur terre, y compris l'honneur et la dignité des Nigériens. En examinant les déclarations annuelles du patrimoine de Issoufou Mahamadou publiées par la Cour des comptes, on est toujours effaré par le rythme de croissance de celui-ci. Au point où, vers la fin de son régime, lui-même gêné aux entournures, a cru devoir inventer une justification en disant que ses acquisitions sont dues à de l'argent qu'il reçoit de certains chefs d'État africains. En acceptant cette justification, la Cour des comptes s'est rendue coupable de forfaiture. Le principe de la déclaration périodique du patrimoine de certaines personnes assumant des charges publiques vise à leur assigner un comportement intègre en adéquation avec les exigences éthiques de leur mission. Quand un chef d'État d'un pays souverain annonce officiellement recevoir de l'argent d'autres chefs d'État, il avoue ses propres manquements vis-à-vis du code d'honneur qui régit l'exercice de ses charges éminentes. Le principe de la souveraineté de l'État interdit à celui qui en est le chef d'accepter de l'argent pour lui, quelle qu'en soit la provenance. Faire cela, c'est se rendre coupable d'infamie. Comment au juste aurait réagi la Cour des comptes si Issoufou Mahamadou avait dit qu'il recevait son argent des chefs d'État de France, des États-Unis, de Chine ou de Turquie? Aurait-elle accepté qu'un ministre justifie son enrichissement par des cadeaux en provenance de ses homologues du Nigeria ou de l'Algérie? Comme on le voit, rien qu'à s'en tenir à ses propres déclarations de biens, Issoufou Mahamadou s'est rendu coupable d'un enrichissement illicite scandaleux qui le déshonore à jamais et le disqualifie pour toujours à assumer des nouvelles charges politiques. Mais les choses sont pires avec lui, car en vérité ses déclarations de patrimoine sont totalement insincères, mensongères sur toute la ligne. Elles sont mensongères parce qu'elles minorent considérablement la valeur vénale des éléments du patrimoine d'une part et surtout parce qu'elles omettent l'essentiel de sa richesse, d'autre part. Une centaine de maisons et d'immeubles au Niger. Ainsi, s'agissant de ses biens immobiliers à Niamey, du peu que nous en savons, Mahamadou Issoufou n'a jamais déclaré ce qui suit. Sa maison située derrière l'ambassade des États-Unis, achetée à Amazada. Ses 2 maisons sises à Kwarakano, face au lycée Lumière. Son grand domaine du quartier Koubia Nord. C'était là qu'il prévoyait de s'installer avant d'opter pour l'Osso Gungu où il a construit ses 2 châteaux de contes de fées, que sa deuxième épouse Malika appelle affectueusement « Villa Butterfly » en raison de la forme qui rappelle celle d'un papillon aux ailes déployées. Le siège de la fondation Issoufou Mahamadou enregistré sous un prête-nom. Les 3 grands immeubles face à l'hôtel Bravia, eux aussi enregistrés sous des prête-noms. Dans la région de Zinder, il n'a jamais déclaré la maison construite en 2019 à Maja, dans le village de ses oncles maternels, sur la route Zindé-Tanou. Il n'a jamais mis pied dans cette luxueuse maison d'une valeur supérieure à 100 millions de francs CFA, vouée décidément aux araignées et aux termites. En vérité, la famille Issoufou Mahamadou possède pas moins de 100 maisons presque toutes de grand standing dont des immeubles, notamment le plus grand et le plus luxueux immeuble privé de Niamey situé dans la zone du Château E, au plateau, appartenant à son épouse Malika. Par ailleurs, notre enquête nous a permis de découvrir que Dame Malika a utilisé le nom d'un certain Esdine, un homme d'affaires libanais résidant en Côte d'Ivoire et mari de sa grande sœur Kaïra, pour bénéficier du régime du Code des investissements pour construire un grand centre commercial d'une valeur de plusieurs milliards de francs CFA dans l'enceinte du stade général Séni Kounché. 2 appartements dans les beaux quartiers de Paris.
Dans ses différentes déclarations de patrimoine, Issoufou Mahamadou n'a jamais fait, non plus, cas de ses biens hors du Niger. Pourtant notre enquête nous a permis de découvrir qu'il en possède plus à l'extérieur du Niger notamment. Un appartement situé au 7 et 19 rue du Docteur Germain C, dans l'arrondissement le plus cher de Paris, à savoir le 16e. Cette acquisition date de 1999. Il a acquis cet appartement au retour d'un voyage à Taïwan où, accompagné d'un officiel du Burkina Faso, il a été présenté aux autorités de ce pays comme candidat à l'élection présidentielle du Niger prévue pour la fin de la même année. Il avait promis aux autorités taïwanaises de l'époque de rétablir les relations diplomatiques avec leur pays au cas où il serait élu. C'est l'argent reçu à Taïwan suite à cet engagement qui lui a permis d'acquérir cet appartement à Paris. C'est d'ailleurs là où a résidé sa deuxième épouse Malika, depuis son mariage en 2004 jusqu'en 2011, date de leur accession au pouvoir. Cet appartement n'a jamais été déclaré, même pas en 2011, de peur que les Nigériens ne découvrent qu'il possède un appartement qu'il ne saurait posséder légitimement au regard de sa carrière bien connue de tous. Un appartement de très grand standing d'une valeur de plusieurs millions d'euros, enregistré au nom de Esdin encore, au 55 boulevard Lannes, toujours dans le 16e arrondissement de Paris, en face de l'ambassade de Russie et non loin de celle du Niger. C'est dans cet appartement que loge Mahamadou Issoufou quand il séjourne à Paris depuis qu'il n'est plus président. C'est là qu'habitent en ce moment les 3 enfants de Malika qui poursuivent leurs études à Paris depuis la fermeture du lycée La Fontaine de Niamey, alors que les enfants d'autres Nigériens ont vu leur scolarité perturbée. Un appartement cossu dans le plus chic quartier de New York à Manhattan, enregistré au nom de sa fille aînée qui vit dans ce pays. Un appartement à Montréal, au Canada, dans l'un des plus beaux quartiers de la ville. C'était là que la fille aînée de Malika avait passé sa classe de seconde en 2023 avant de rejoindre ses petits frères à Paris à la rentrée scolaire 2023 à 2024. Cet appartement est enregistré au nom de Abdallah Wafi, le mari de Kébira, une autre grande sœur de Malika. Le défunt Abdallah Wafi, paix à son âme, était un modeste commissaire de police du Niger qui, vers la fin de sa carrière a pu, à l'instar de ses autres collègues, décrocher un poste dans une mission de l'ONU au Congo puis d'ambassadeur aux USA. Les fonctions qu'il a occupées pourraient certainement lui permettre de construire une maison convenable à Niamey, mais nullement un appartement à Montréal. En outre, il faut aussi savoir que Mahamadou Issoufou est le vrai propriétaire de la ferme avicole Eudor, située sur la route de Namaro, la plus grande et la plus moderne ferme avicole du Niger. L'investissement dans cette ferme a coûté un peu plus de 7 milliards de francs. C'était son fils Abba qui s'en occupait. Enfin, Mahamadou Issoufou possède une compagnie maritime immatriculée en Asie. Combien de bateaux possède-t-il? Nos informations ne sont pas encore consolidées. Ce qui est sûr, c'est que ses activités d'armateur sont florissantes. Et le plus gros de sa fortune dissimulée se trouverait en Turquie. Notre enquête n'est pas achevée mais la publication des résultats partiels vise à montrer au peuple nigérien que celui qui a plongé le pays dans le chaos pour préserver ses propres intérêts et régner en maître sur le Niger a certes réussi à faire taire certaines voix qui avaient jadis la réputation de le dénoncer mais il existe toujours de vrais patriotes, qui continueront la lutte pour faire payer à Issoufou Mahamadou ses crimes politiques, économiques et sociaux. Les enquêteurs professionnels nationaux et internationaux devraient s'en saisir pour débusquer l'usage de multiples prétendants de la part d'un homme qui a choisi de détruire un pays qui lui a tout donné. La dernière déclaration des biens du président Issoufou devant la Cour des comptes, le 4 mai 2021, fait apparaître 5 maisons à Niamey, dont les 2 dernières, en construction et toujours inhabitées, avoisinent 1 milliard de francs CFA sur un terrain de 10 hectares, 3 maisons à Tawa, dont une, également en construction, d'une valeur finale estimée à un demi-milliard de francs CFA, 3 maisons à Ilela dont une, également en construction, d'une valeur d'un peu plus d'un demi-milliard de francs CFA, à Dandadji, son village natal, 2 maisons dont une en construction, d'une valeur de 348 millions de francs CFA, et à Zinder, une dernière maison. Le déclarant indique que les nouvelles réalisations ont été financées grâce à l'appui financier de certains amis, principalement chefs d'État, selon le document. À ces biens, s'ajoutent 2 parcelles non bâties à Niamey, 4 à Tawa, 2 terrains à Birnin-Koni, 1 à Doutchi, 2 à Dandadji, 2 jardins de près de 20 hectares à Guidan-Caro, 6 véhicules Toyota, Range Rover et Lexus, et 2 comptes bancaires modestes au Niger et en France.